Bonjour à vous. Pour cette deuxième vidéo, on repart à la découverte des risques inflationnistes. C'est l'actualité du moment. Et puisque nous savons pourquoi l'inflation réapparaît, c'est-à-dire suite à un important appétit à consommer, mais aussi à une baisse de production, intéressons-nous à la source de cet appétit à consommer et au défaut de production. On évoquait l'idée que les banques centrales utilisent la courbe de Phillips comme d'un instrument décisionnel d'intervention. Donc, il suffit de s'intéresser à l'idée d'Alban Phillips, à évoquer pour pronostiquer les actions des banques centrales face aux risques de tension et aux crises. Enfin, la crise, on en parle toujours une fois qu'elle est constatée parce qu'elle apparaît toujours de manière imprévisible. Si la crise survient, c'est qu'elle a été insoupçonnée. Personne n'a vu l'accident arriver et il est souvent trop tard pour réagir. En général, donc, on ne parle que de risques de tension contre lesquels les autorités travaillent. Ainsi, on soutient l'économie qui faiblit ou on intervient face à une économie qui surchauffe. Or, voilà qu'en 1958, Alban Phillips décide d'associer l'État et les banques centrales dans son raisonnement. L'État, c'est la politique budgétaire, la banque centrale, c'est la politique monétaire. Donc, tout est une affaire de politique et de confiance. C'est bien un partenariat qui est pleinement établi dans les deux agents de souveraineté, même s'il n'est pas simple de faire entrer l'État dans le modèle comme intervenant dans l'économie. Non seulement parce que ce n'est pas le rôle de l'État d'intervenir dans l'économie, mais cela peut aussi être dangereux. Alors, actuellement, l'exemple américain est parfait pour illustrer tout ça. Et parlons de la pandémie et des Américains. Alors, depuis la domination de la Covid-19 dans les esprits, il a fallu mettre en place des programmes de dépenses majeurs. Il y en a eu deux lancés par le républicain Donald Trump qui ont coûté 3 000 milliards de dollars en 2020 et il y en a trois actuellement avec son successeur. Et les mesures de relance prises en ce moment par l'administration de Joe Biden sont très inflationnistes. Regardez, en 2021, ces trois programmes ciblent 2 800 milliards de dollars, presque 3 000 milliards, c'est 20% du PIB des États-Unis. C'est presque la même somme que ce que l'administration Trump a offert l'année précédente. Donc en une année, en 12 mois, c'est 40% du PIB américain qui doit être dépensé suite aux décisions des élus parlementaires. Alors il faut faire attention, ce sont toutefois des dépenses planifiées sur 8 ans. Faisons l'inventaire ensemble de ce qui se fait cette année. Alors cette année, le président démocrate a accepté d'émettre des chèques aux familles les plus victimes de la pandémie d'un montant de 450 $ par famille et de financer le programme de vaccination nationale pour 75 milliards de dollars. Ce plan finance aussi des rénovations de ponts, des routes, des aéroports. Mais c'est surtout les dépenses publiques de gardiennage d'enfants et d'allocation chômage qui nous interpellent. C'est ceci qui est inflationniste, car ces mesures offrent un pouvoir d'achat dévêtu de toute contrepartie. Puisqu'on sait que tout travail mérite salaire, où trouver un mérite à distribuer du pouvoir d'achat à ceux qui ne travaillent pas? On déroge à cette morale. Je ne veux pas dire que c'est une mesure immorale, mais la valeur travail dans cette décision n'est pas défendue. Alors, pourquoi on le fait? Quelle valeur est défendue dans ce plan de 3 000 milliards de dollars américains? On défend le soutien à la consommation. C'est le marché des biens et des services qui se trouve protégé. Et on évacue la peur du chômage. On rassure le marché du travail. On enraye davantage le surendettement des ménages qui auraient dû emprunter pour satisfaire leurs besoins primaires. C'est le marché financier qui se tranquillise ici. C'est donc un retour au plein emploi puisque cela purge les trois marchés de l'économie. Et toutes ces mesures sont nécessaires pour restituer le plein emploi des facteurs de production. C'est ce que nous dit la courbe de Phillips. Regardez. Alors ici, ce n'est pas la courbe de Phillips, c'est la mécanique issue de celle-ci. En décembre 2020, nous sommes encore en pleine pandémie. C'est-à-dire que l'économie tourne toujours au ralenti. Nous ne sommes plus en plein emploi, mais le confinement est levé et les Américains retournent au travail. La première mesure consiste à soutenir la consommation des ménages. On préserve le versement de l'assurance chômage. On se retrouve donc avec une demande globale similaire à la situation antécédente au Covid. Les prix ont flambé, mais c'est de l'inflation de court terme puisque la production n'a pas retrouvé son seuil de 2019. Et c'est facile à comprendre, il y a eu des faillites durant le Covid. Une mesure supplémentaire dès lors d'aide aux entreprises se met en place.
Et cela permet d'augmenter la productivité des entités commerciales. Et dès lors, les prix baissent et on retrouve une situation de plein emploi. Ici, les emplois détruits par la disparition des entreprises durant la Covid sont restitués dans l'économie nationale. Alors, inutile de dire que les effets de cette deuxième mesure est longue à être constaté. Un gain de productivité dans une entreprise ne se fait pas tout de suite. Il faut à peu près 6 mois pour que l'entreprise jouisse de ce gain de productivité. Il y a l'installation de l'outil de l'investissement, la formation du personnel, puis l'accueil de l'outil de l'investissement dans l'entreprise et l'ajustement du rythme de travail du personnel formé. Et la première conclusion que nous obtenons ici est celle-ci. Si nous soutenons une relance par la consommation, nous ne créons pas d'emplois, mais on réduit la destruction d'emplois et l'inflation en est le corollaire. C'est la première conclusion du modèle de Phillips. La Banque centrale devra donc intervenir pour combattre cette inflation. Elle va stimuler l'investissement des entreprises afin qu'elles gagnent en productivité, c'est-à-dire de leur permettre de produire plus au même coût de production. Et le rachat des dettes d'entreprise sur le marché obligataire va être l'action privilégiée par la Banque centrale pour réduire la pression de la dette et relancer l'investissement financé par la dette. En quoi cela nous est-il alors pour gérer nos positions sur le marché ? Eh bien, par la compréhension de ce que sont les anticipations. Par effet d'anticipation, dès le moment où la décision est prise de relancer l'économie, c'est-à-dire par la consommation, par l'incitation à l'investissement d'entreprise, les marchés financiers sont automatiquement stimulés. C'est l'ensemble des marchés qui sont dopés. C'est le moment d'acheter. Dans notre exemple, si le Congrès s'autorise à dépenser en 8 ans 40% du PIB américain, on peut s'attendre à ce que le marché des actions se valorise aussi de 40% par effet d'anticipation. Or, c'est ce qui s'est passé. Entre le mois d'avril 2020, date de la mise en place du CARES Act de Donald Trump, et aujourd'hui, l'indice Dow Jones a progressé de plus de 40%. Voilà pour ce qui est de l'anticipation face aux mesures de la Fed et de l'État américain. Je vous invite très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.